la cuillère a été légèrement vibrée entre les doigts d'Unarizia Karl Hoffmann alors qu'il la faisait amener à ses lèvres, prouvant pour la première fois en 2 ans le goût authentique du lait frais. Non pas cette poussière sans poussière que l'Afrique Corp a avalée depuis 1941 comme s'il s'agissait d'un privilège, mais le liquide crémeux et sucré qui a nié la goutte, chaque mot de la propagande nazie sur la rareté américaine supposée. Alors que le goût se répandait dans sa bouche, il l'écrivait dans son journal clandestin, caché sous le matelas, parmi les pages qui le condamneraient à la cour martiale s'ils étaient découverts, une vérité gênante, les Américains ont nourri leurs prisonniers mieux que l'Allemagne elle-même nourrit de leurs soldats. C'était le 4 juin 1943 à Mexia, au Texas. À travers les fenêtres de la cafétéria nouvellement ouverte, à 4 km de la ville, il a vu les gardes américains dévorant des sandwichs farcis de chair juteuse, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. En Afrique, son unité a survécu avec 300 grammes de viande en conserve et 125 grammes de pain dur par jour, lorsque la chance a souri, ils ont complété par des aliments volés aux Britanniques. Mais là, dans ce pays que le régime peint comme faible, corrompu par l'influence juive et le gâteau démocratique, la nourriture a jailli des limites. Ce n'était pas une cuisine de campagne avec ses minces chaudières à soupe tirées par des chevaux épuisés, ni les rations contaminées par le sable du désert. C'était une cafétéria équipée de réfrigérateurs électriques, de comptoirs à vapeur et de machines à laver les plats industriels. Chaque caserne à 5 cases avait sa propre salle à manger, avec des cuisiniers, des serveurs, des couverts en métal et, surtout, des aliments pleins et de qualité. Les 1850 vétérans de l'Afrique légendaire Corps de Rommel sont entrés ce jour-là à ce qui serait bien plus qu'un simple repas, le début de l'effondrement psychologique le plus profond jamais enregistré parmi les prisonniers de guerre. Les mathématiques de l'abondance américaine n'ont pas atteint des folioles de propagande, mais dans des plateaux en métal chargés aux œufs, du bacon, du pain blanc, du beurre, de la confiture et du vrai café. Sa vision du monde ne s'effondrerait pas seulement pour la défaite militaire, mais pour la confrontation quotidienne avec une prospérité qui a remis en question toute la logique nazie. Tout avait commencé le 13 mai 1943 en Tunisie, lorsque le successeur du général Jürgen von Arnim Rommel après son appel à l'Allemagne a été prélevé avec environ 275 000 soldats allemands et italiens. L'Afrique Corp, qui avait poussé les Britanniques aux portes du Caire et avait gagné le respect réticent de Montgomery, était désormais enchaîné. Parmi eux, Obergefreté Franz Müller a décerné la 2e croix de fer, vétéran des campagnes en Pologne et en France, un survivant de 2 ans dans l'enfer du désert africain. Son rapport, découvert des décennies plus tard dans les archives nationales, révélerait aux historiens l'impact dévastateur que la nourriture américaine avait sur le moral des soldats allemands. Nous vivions avec 750 grammes de pain, 150 graisses et 120 saucisses ou des poissons en conserve lors de bons jours, a écrit Müller. La plupart du temps, nous avons subi avec des dates volées ou rien. Alors que lui et 30 000 autres prisonniers attendaient les navires de transport, l'efficacité de la logistique américaine secouait déjà leur condamnation. L'armée américaine a traité des milliers de capturés par jour avec une précision qui embarrasserait Wehrmacht à son apogée. Mais c'est la nourriture qui a frappé le premier coup psychologique. Feldwebel Hans Kleine, capturé avec la 15e division Panzer, a écrit à sa femme 6 mois plus tard, déjà dans le champ de McCain, au Mississippi, dans les champs Thunes, pendant que nous attendions les navires, les Américains nous ont servi du pain blanc dans les repas. Que mon via une semaine. Le navire Liberty qui les transporterait à travers l'Atlantique était, en eux-mêmes, un symbole de la puissance américaine. Produits à un taux de 3 par jour au plus fort de la production, ces navires sont revenus d'Europe chargés de fournitures, et maintenant ils ont fait des prisonniers dans des sous-sols adaptés par une ventilation, un éclairage et des salles de bain décentes, loin des wagons de bétail qu'ils attendaient. La traversée de l'Atlantique en juillet 1943 a approfondi le choc. Geoffrey Wilhelm Becker de la 21e division Panzer a tenu un journal alimentaire qui a survécu à la famille après son rapatriement. Le 15 juillet, il a noté, petit déjeuner, bouilli avec sucre et lait, pain blanc avec beurre, café avec crème. C'était le type de repas qui, en Allemagne, seuls les policiers ont reçu. Et ici, même nous, des prisonniers, nous avons été servis comme ça. À bord, ils ont découvert que les marins marchands mangeaient du steak, des œufs, des légumes frais et de la crème glacée, un luxe qui, en Allemagne, seuls les hauts dirigeants du parti ont prouvé. Le refuge du navire contenait plus de calories que les unités de l'armée allemande entière ont reçu un jour. Le lieutenant Heinrich Hubert, dont la famille prussienne a servi l'armée depuis que Frédéric, le Grand, a écrit dans des souvenirs n'a jamais publié, lorsque notre navire s'est approché de la côte américaine, j'ai vu des marins jeter de mauvais repas, des plats entiers allant à mes hommes en Afrique, reconnaissant pour une poignée de dattes et d'eau, et nous avons commencé à lutter.
Le 2 août 1943, à la base navale de Norfolk, en Virginie, le premier repas du sol américain a détruit les dernières traces de propagande nazie sur la faiblesse américaine. Les wagons Pullman qui les ont amenés dans les camps d'arrestation impressionnés par la commodité, ainsi que l'immensité et la prospérité intacte du pays. Mais rien ne les préparait au banquet qui les attendait. Au centre de transformation, ils ont servi un repas qui borde l'absurde, poulet frit, purée de pommes de terre avec sauce, grains verts, pain de maïs, tarte aux pommes et vrai café en sucre. Unaropitié Johann Fischer, fils de Padero de Munich, a calculé dans son journal que ce seul repas contenait plus de viande que sa famille a reçu en un mois en Allemagne. Les Américains se sont même excusés, disant que la nourriture était simple parce que nous sommes arrivés sans avertissement, a-t-il écrit. Excuse pour un banquet que les généraux allemands auraient considéré une fête. Ce moment a révélé la profondeur de notre erreur. Le voyage en train de Norfolk aux champs du Texas et de l'Oklahoma serait plus mortel pour l'idéologie nazie que toute bataille perdue. Alors que les wagons ont coupé le paysage de Virginie, de Caroline du Nord et du Tennessee, chaque kilomètre a parcouru un peu plus les mythes dans lesquels ils avaient été endoctrinés. L'abondance n'était pas un accident, c'était un système. Et ce système les battait sans tirer un seul coup. Alors qu'ils traversaient l'Arkansas, les prisonniers se tenaient le visage au wagon des wagons, confrontés à une Amérique que la doctrine nazie a jurée impossible. À chaque arrêt, ils ont été témoins des travailleurs ferroviaires dévorant des sandwichs à la viande, avalant des bouteilles de Coca-Cola réfrigérées, fumant des cigarettes sans l'ombre du rationnement qui asphyxiant l'Allemagne. À Memphis, Tennessee, la scène a atteint l'absurdité, un wagon de réinitialisation a été alimenté par des provisions qui frissonneraient l'envie des généraux Africa Corp. Côté de bœuf entier, boîte à œufs empilée au plafond, sacs de pommes de terre de la taille des hommes, paniers débordant de légumes frais. Ce qui y a été transporté pour une seule composition dépassait en volume de tout ce que les divisions allemandes avaient reçu en un mois dans le désert africain. Stabskrité Rudolf Richter, un inspecteur agricole de Westphalie avant d'être traîné à la guerre, a noté dans son journal ce que ses yeux ont refusé à CR. Et dit, la quantité de nourriture transportée quotidiennement sur les chemins de fer américains pourrait nourrir toute l'Allemagne. J'ai vu des wagons pleins de blé, des voitures réfrigérées transportant de la viande et du lait, des trains entiers dédiés à apporter de la nourriture des fermes dans les villes. Sans garde militaire. 19 septembre 1943, Camp Earn, Texas. L'arrivée dans les champs permanentes n'était pas un soulagement, c'était un coup de pitié contre ces condamnations. Les États-Unis ont eu deux objectifs clairs, assurer un traitement décent pour les prisonniers américains ennemis et, surtout, gagner l'esprit de ceux qui reviendraient une fois pour reconstruire l'Europe d'après-guerre. Les repas servis dans les cafétérias ont dépassé tout ce que la plupart de ces soldats avaient vu avant la guerre. Réfrigérateurs électriques zombies sans arrêt. Les machines à vaisselle automatisées ont nettoyé des milliers de plats en heure. Les bancs chauffés gardaient indéfiniment les aliments chauds. Les mélangeurs industriels pétrillaient la farine fraîche chaque jour vers le pain qui sortait du four encore fumant. Par la Convention de Genève, les prisonniers avaient droit à la nourriture, aux vêtements et à une assistance médicale égale à celle de leurs ravisseurs. Mais ce qu'ils ont trouvé à Camp Swift, au Texas, étalé au-delà de l'obligatrice, était une provocation à l'ordre nazi. Unaficia Karl Hoffmann, désignée pour la cuisine, s'est inscrite le 23 septembre. Aujourd'hui, nous avons rejeté 136 livres de nourriture. Non gâtés. Préparation excessive. Les normes américaines nécessitent une cuisson de 10% de plus que nécessaire pour s'assurer qu'aucun prisonnier ne reçoit une partie inférieure. L'excédent est jeté. La table d'alimentation quotidienne affichée sur le mur semblait laisser un délire, 340 grammes de viande par jour. Une livre de pommes de terre. Un demi-kilo de légumes. 340 grammes de pain. Sucre, café, lait, beurre et œufs à l'aise. Le gouvernement américain a géré les coûts de précision chirurgicale, les agriculteurs qui employaient des prisonniers ont payé 45 cents par heure, aidant à jouer le programme qui nourrissait des millions. Feldwebel Hans Klein, maintenant au camp McCain, Mississippi, a décrit le menu qui le laisserait pour toujours, au petit déjeuner, flocons d'avoine en bouillie ou en maïs avec du lait et du sucre, des œufs brouillés, du bacon, du toast au beurre et de la gelée, du café avec de la crème. Dîner, plus de viande, plus de légumes, de soupe, de pain et de café. Et puis est venue la révélation la plus cruelle, les rations de l'armée américaine dépassaient beaucoup ce que les civils allemands avaient mangé avant la guerre. Alors que le rationnement en Allemagne avait chuté à 2780 calories en 1942 à 1943, puis à 1981 en 1944, les prisonniers allemands aux États-Unis ont reçu plus de 3000 calories par jour.
Au camp Clinton, Mississippi, où étaient les 25 généraux capturés, dont von Arnim, le successeur de Rommel, la situation abordait le grotesque. Les généraux avaient des cuisiniers privés et pouvaient demander des repas spéciaux. Ils avaient un steak juteux, du poulet rôti, du poisson et des légumes frais qu'ils n'ont pas vus en Allemagne depuis 1940. Mais même la nourriture des soldats peu profonds était un coup de poing dans l'estomac des préceptes nazis. Oberfeldwebel Franz Müller, de Camp Shelby, a écrit Stuppled, aujourd'hui au déjeuner, frisé, frais, Mississippi. Accompagné de choux râpés, de pain de maïs frit, de haricots verts et de tartes aux pêches. Les soldats noirs qui nous servent mangent la même nourriture. Un mensonge non masqué. Jusqu'à l'arrivée de l'automne 1943, et avec elle, travailler dans les fermes américaines, le dernier coup contre le mythe de la supériorité agricole nazie. De 1943 à la fin de la guerre, les prisonniers ont récolté les pêches et les agrumes au Texas, riz sur les plaines, bois dans les forêts, foin dans le camp. Les grains dans la gorge et les noix dans les arbres. Dans une ferme laitière près de Huntsville, au Texas, Ernst Wagner a regardé incrédule lorsque l'agriculteur a jeté des centaines de litres de lait sur le sol parce que la plante ne réalisait pas l'excédent. Le lait pour lequel les mères allemandes suppliaient leurs enfants, utilisé pour arroser les pâturages, a-t-il noté. Lors de la protestation, il a entendu parler de l'agriculteur, nous avons trop de production. Si tout était sur le marché, le prix baisserait. Au Nebraska, où 12 000 prisonniers ont travaillé dans des fermes de sucre et de maïs, Paul Schmidt a enregistré, les poulets fermiers mangent des grains sans restriction. Les chats boivent du lait frais tous les jours. Les chiens reçoivent des restes de viande qui nourriraient une famille allemande pendant une semaine. Et puis est venu le pire, ou le meilleur, selon le côté de l'histoire, le déjeuner dans les cuisines des fermes. Les agriculteurs qui ont embauché le travail des prisonniers les ont souvent invités à manger à la même table. Ce n'était pas illégal tant qu'il y avait des gardes présents. Et ces banquets? Plateaux de poulet frit croquant, noyades des bols de pommes de terre dans du beurre, des grains verts braisés de jambon, des pointes de maïs beurre, des biscuits avec sauce, des tartes de toutes les saveurs, des cruches de lait réfrigéré et du café sans fin. Jusqu'à Noël venant de 1943, et avec lui, le repas qui a brisé le dernier morceau de résistance psychologique de ces hommes. À Camp Earn, au Texas, le menu de Noël était un rêve interdit, dinde rôtie avec farce, jambon avec du miel, purée de pommes de terre avec sauce pour enfants, patates douces caramélisées, grains verts, maïs, sauce au canneberge, pain au beurre frais, bœuf haché, tarte à la citrouille, crème glacée, café et pelletière. Feldwebel Hans Klein, du camp McCain, a écrit avec sa main pratique, nous sommes même tombés malades. Pas de la nourriture gâtée, mais pour la quantité écrasante. Nos estomacs, habitués à des années de faim, ne pouvaient pas supporter autant d'abondance. Des hommes pleuraient en mâchant, en se souvenant des familles affamées à la maison. Le contraste était un couteau divertissant dans la poitrine. En Allemagne, les prisonniers allemands ont reçu 4 kilos de pommes de terre par semaine, achevés avec 2,2 livres de pain, du chou, de la margarine racia et du café à base de gland. Pendant ce temps, ses compatriotes aux États-Unis ont connu un niveau de nutrition qu'ils n'avaient même pas connu en paix. Mars 1944. Avec l'arrivée du printemps, la situation alimentaire dans les champs est devenue encore plus incroyable. Les légumes frais sont apparus quotidiennement dans les repas, laitues croustillantes, tomates rouges et juteuses, concombres, radis, carottes sucrées, céleri. Des fruits qui, en Allemagne, étaient devenus des rêves lointains, oranges brillantes, punaises, bananes jaunâtres, fraises qui explosaient dans la bouche. La variété simple était suffisante pour rendre les hommes habitués à la ration militaire monotone dans un état de choc. Les boulangeries des champs produisaient du pain frais tous les jours, pain blanc doux, pain complet dense, seigle foncé, ce que les boulangers ont décidé. Les prisonniers qui ont travaillé sur ces cuisines ont déclaré avoir utilisé plus de farine en un seul quart de travail que les boulangeries allemandes ont reçu en un mois. Un Tretsia Johann Fischer, fils d'un boulanger allemand, a été affecté à la boulangerie Swiftfield. Dans ses notes, il a enregistré « Nous avons cuit 500 pains par jour juste pour notre secteur. Nous faisons des bonbons, des gâteaux, des biscuits pour des occasions spéciales. Le sucre que nous avons utilisé en une seule journée de dessert aurait alimenté une boulangerie en Allemagne pendant des mois. » L'été 1944. L'invasion de la Normandie le 6 juin a annoncé que l'Allemagne se battait maintenant sur 3 fronts. Mais chez les prisonniers américains, rien n'a changé. Au contraire, la situation s'est améliorée. Plus d'hommes ont été affectés à des travaux agricoles et, de leurs propres mains, ont vu d'où venait cette abondance. Au Nebraska,
Les prisonniers récoltant des betteraves à sucre ont constaté qu'un seul comté américain produisait plus que plusieurs provinces allemandes ensemble. Dans une usine en conserve de l'Arkansas, ils ont regardé les incroyants à des tonnes de pêche parfaitement comestibles ont été jetées par de petites imperfections dans la coquille. Pendant ce temps, à Fort Lewis à Washington, un autre groupe de prisonniers allemands a vécu des révélations similaires. Parmi eux se trouvait G.A. Gras, une fin de 18 ans capturé en Normandie. En août ou septembre 1944, debout devant la cantine de la campagne, il hésita, j'achète une glace ou une bouteille de Coca-Cola. Il écrira plus tard, la dernière glace que j'avais mangée en Allemagne des années plus tôt. Coca-Cola, jamais. J'ai décidé de les prendre toutes les deux. À ce moment, j'ai compris à quel point j'avais eu de la chance par les Américains et non les Russes. Septembre 1944. Après plus d'un an en captivité, de nombreux prisonniers allemands avaient gagné entre 9 et 14 livres. Les examens médicaux ont enregistré des améliorations de tous les indicateurs, dents plus fortes grâce au lait quotidien, des os plus denses pour des protéines abondantes, une peau plus saine pour les vitamines des fruits et légumes. Le docteur allemand Friedrich Bové, arrêté sur le terrain de Shelby dans le Mississippi, a documenté la transformation. Les hommes qui sont arrivés ici ont été mal nourris, beaucoup avec un snurite, une poire et d'autres handicaps. Après un an avec des rations américaines, ils sont en meilleure santé qu'ils ne l'ont jamais été. Le changement physique est impressionnant. Mais l'impact le plus profond a été psychologique. Gerhard Wilhelm Becker a marqué dans son journal, personne d'autre ne parle de la victoire allemande. Comment vaincre une nation qui nourrit ses prisonniers avec beaucoup tout en combattant sur 3 fronts? Cette capacité révèle un avantage impossible à surmonter. Décembre 1944. La bataille des Ardennes a marqué la dernière grande offensive allemande. Dans les champs américains, cependant, le dîner de Noël de 1944 a même dépassé celui de l'année précédente. La dinde rôtie, le jambon fumé, le rashding juteux, accompagné de tous les plats traditionnels, et en plus de cela, des friandises spéciales. Gâteaux aux fruits envoyés par des boulangeries américaines, des bâtons de bonbons, un véritable chocolat, pas l'imitation du navet que les Allemands ont appelé Ursat, des noix et des fruits frais. Dans le champ de Clinton, au Mississippi, des prisonniers italiens, qui avaient changé latéralement après la reddition de l'Italie, ont été autorisés à préparer des plats de masse spéciaux. Les Allemands ont regardé étonnés tandis que leurs anciennes ruelles, collaborant maintenant avec des Américains, cuisinaient avec de l'huile d'olive pure, du fromage légitime et de la farine blanche, des ingrédients qui avaient disparu des tables allemandes des années plus tôt. Dividendes qui ont transcendé tout calcul économique. Chaque repas servi, chaque portion de viande juteuse ou tranche de pain blanc n'était pas seulement de la nourriture, c'était une leçon vivante contrairement à la pénurie prévue du régime nazi. Alors qu'Hitler a prêché la supériorité raciale comme voie de grandeur, les champs américains ont démontré que la vraie force est née de la capacité de nourrir, pas de maîtrise. Les prisonniers qui sont retournés dans une Allemagne dévastée ont emporté avec eux plus que des souvenirs, ils ont pris la preuve concrète qu'un système basé sur l'abondance partagée pourrait vaincre contre les dogmes enracinés. L'impact de cette expérience s'est étendu depuis des générations. Les enfants d'anciens prisonniers ont grandi en écoutant des histoires d'un pays où même les ennemis mangeaient bien, où la dignité n'était pas un privilège, mais juste. Ces rapports sont devenus des graines d'un nouvel état d'esprit dans l'Allemagne d'après-guerre, une nation qui, des décennies plus tard, reconstruisait non pas sur les cendres de la haine, mais sur les fondations de la coopération et de la prospérité partagée. Non pas par hasard, beaucoup de ces hommes sont devenus des piliers de reconstruction, les entrepreneurs qui ont appliqué des leçons d'efficacité apprises dans les fermes américaines, des politiciens qui ont défendu les alliances transatlantiques, des citoyens qui ont rejeté tout respect de l'extrémisme. Sa transformation n'était pas l'œuvre de discours, mais de faits tangibles. Le poids d'une assiette complète, le goût d'un aliment rationnant, la réalité d'un système qui a fonctionné. Et ici réside l'ironie historique la plus puissante, le Troisième Reich, qui rêvait de dominer le monde par la force brute, n'a pas été démantelé par des bombes ou des armées, mais pour quelque chose que ses idéologues méprisaient, la capacité de nourrir. Alors que les camps de concentration nazis réduisaient les corps au squelette, les champs des prisonniers américains se sont transformés aux ennemis. Ce n'était pas une faiblesse, car la propagande de Goebbels essaierait de faire croire, c'était la démonstration définitive qu'un système capable de maintenir ses adversaires avait gagné la guerre avant le dernier coup. Les soldats qui sont rentrés chez eux en 1946 n'étaient plus les mêmes qui avaient atterri sur les plages de la Normandie ou sur les steppes russes. Ils avaient vu, de leurs propres yeux, que la supériorité ne médit pas dans des mètres de territoire conquis, mais dans des kilogrammes de nourriture distribuée. Lorsque, en 1948,
les navires chargés des premiers soins du plan Marshall ont accosté dans des ports allemands, ce ne sont pas seulement les sacs de blé qui ont été la confirmation d'une promesse que ces anciens prisonniers connaissaient déjà. L'Amérique qui les avait nourris en tant qu'Ansri les a maintenant nourris comme des alliés. La même logique qui a gouverné les prisonniers, nourrissant pour transformer toute la nation maintenant. Et cela a fonctionné. Parce que l'Allemagne qui a émergé des cendres n'était pas celle de Hitler-Lebensraum, mais celle de Wirtschaftswunder, où la prospérité est née de la collaboration, pas de la conquête. Aujourd'hui, lorsque nous analysons les fondements de la paix européenne après 1945, nous avons tendance à mettre en évidence les traités, les alliances militaires ou l'équilibre des pouvoirs. Mais nous oublions souvent le rôle silencieux de ces 370 000 hommes qui, entre 1943 et 1946, ont appris une leçon qu'aucune brochure anti-droite ne pouvait enseigner, que la démocratie n'est pas un idéal abstrait, mais un système qui fonctionne. Cette liberté n'est pas seulement un discours, mais la capacité de choisir entre la crème glacée et Coca-Cola dans une cantine de champ. Que la force d'une nation n'est pas mesurée par la quantité qu'elle peut détruire, mais combien vous pouvez créer et partager. Lorsque, en 2017, un ancien prisonnier nonagénaire a pédalé dans les rues de Fort Lewis avec un panneau déclarant son amour pour les États-Unis, ce n'était pas seulement la gratitude personnelle qu'il a exprimée. C'était l'écho d'une vérité qui avait appris un demi-siècle plus tôt, que la victoire la plus durable n'est pas celle imposée par l'épée, mais celle qui vainc les cœurs à travers la table complète. Et qu'en fin de compte, l'histoire n'est pas écrite uniquement par des généraux ou des politiciens, mais aussi par des cuisiniers anonymes qui, dans les prisonniers du Mississippi au Texas, ont servi des repas qui ont changé le cours d'une nation. Des centaines de milliers d'Allemands qui avaient vécu la démocratie de leurs propres mains sont revenus transformés. Ce n'étaient plus les soldats fanatisés qui se sont lancés vers l'Afrique ou les steppes russes, mais les hommes qui avaient découvert une vérité gênante, la force de l'Amérique ne vivait pas dans des mythes raciaux ou dans des discours enflammés, mais dans la capacité de produire, d'innover, de s'étendre même à l'ennemi. La propagande nazie, cette machine d'illusion qui promettait un Reich millénaire, s'est effondrée face à un fait simple et brutal, les États-Unis ont nourri ses prisonniers mieux que l'Allemagne a nourri ses propres soldats. Ce n'était pas seulement une question de logistique, c'est le démasquage d'un système qui, dans son obsession de la conquête, avait oublié les tâches les plus fondamentales, soutenir ses propres enfants. Ces prises de guerre sont arrivées en Amérique dans l'espoir de trouver un empire fragile, déchiré par des divisions internes. Au lieu de cela, ils sont tombés sur une nation dont les champs s'étendaient au-delà de l'horizon, dont les usines humiliaient leur imagination et dont les citoyens, même en période de rationnement, ont rationné le pain avec qui ils les détestaient. Sont venus comme des prisonniers, partis avec. Des témoins de quelque chose que le Troisième Reich ne pourrait jamais offrir, une abondance qui n'était pas basée sur l'exploration mais sur la création. Et cette révélation, enregistrée dans ses souvenirs par le goût d'un café chaud ou la générosité d'un plat servi sans ressentiment, a géré quelque chose de beaucoup plus grand qu'eux. D'après ces expériences est né l'embryon de l'Alliance Atlantique, l'esprit du plan Marshall, l'Allemagne démocratique qui refait surface des cendres. Leurs petits-enfants grandiraient dans un pays prospère, membre de l'OTAN, citoyen de l'Union européenne, un miracle qui peut être suivi jusqu'au moment où des soldats affamés d'Africa Corp, avec des serre-têtes, a mis en bouche la première fourche de nourriture américaine et ont réalisé, avec un mélange de honte et de soulagement, que tout ce qu'ils avaient cru était un mensonge. La nourriture n'était pas seulement un détail de la guerre, c'était une arme silencieuse, aussi décisive que n'importe quelle bombe. Alors que les canons détruisaient les villes, les repas ont reconstruit les mondes. C'est la dernière ironie, ce qui devrait être un symbole de la défaite, la ration d'un prisonnier, une preuve vivante que la démocratie n'avait pas besoin de camps de concentration pour prouver sa supériorité. Un plat chaud était suffisant. Les PSW allemands étaient terrifiés de constater que même en détention, ils mangeaient mieux que leurs camarades dans les tranchées de Volkssturm. Dans cet étonnement, la possibilité d'un avenir impensable est née, un monde où de vieux ennemis s'asseyaient sur la même table non pas comme victorieux et expirés, mais en tant que partenaires. Où la démocratie triompherait non pas par le poids des baïonnettes, mais par le pouvoir subversif de nourrir tout le monde, même ceux qui sont arrivés comme destroyés. Et donc, entre les cuillerées à soupe et les tranches de pain, l'une des leçons les plus profondes du XXe siècle a été écrite, la paix durable n'est pas construite avec des menaces, mais avec la promesse que personne n'aura besoin de choisir entre la loyauté envers un régime et la survie de leurs enfants. Les Allemands sont rentrés chez eux en portant plus que des souvenirs, ils étaient sûrs qu'il y avait une meilleure façon. Et cette certitude, plantée sur un sol fertile, s'épanouirait dans quelque chose que même les attentats alliés ne pouvaient pas détruire, l'espoir.